je le disais, je fais un grand saut dans le temps, évidemment, la deuxième conjoncture qui m'intéresse. Alors moi, c'est une conjoncture qui me passionne, en fait. C'est pour ça que j'en deviens frustré, je vous rassure, mais j'en deviens frustré quand je discute parfois ou quand je lis certaines copies d'étudiants, parce que c'est une conjoncture qu'on a tendance à caricaturer, à simplifier, alors qu'évidemment, elle est d'une richesse pédagogique assez incroyable, en fait. Évidemment, je fais référence aux années 1970. Alors, les années 70, là aussi, c'est une période où l'éducation physique va être redessinée, en fait, va être reformatée, va être refondée. On emploie le terme que l'on souhaite, mais je crois que l'idée, elle se situe à ce niveau-là. Et en fait, elle est formatée face à une situation face à laquelle les enseignants paraissent assez insatisfaits. Évidemment, c'est les fameuses publications du début des années 70 qui participent à réduire le temps horaire d'EPS obligatoire, à créer les centres d'animation sportive. Bref, je ne vous fais pas le truc que vous connaissez par cœur, à la limite, mais ce n'est pas important. Dans le propos, là, ce n'est pas central. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réception, en fait, parmi la communauté des enseignants et la manière dont ils vont digérer les trucs, en fait. Alors évidemment, on sait tous qu'il y a eu des grèves, des machins, Mazo s'est pris des œufs dans la figure, il y a eu des oppositions, certains ont condamné la sortie de l'EPS de l'école, ce qu'il faut en fait, parce que quand on analyse les archives institutionnelles, ça n'a jamais été une question, ça n'a jamais été abordé. Mais voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est la réception et la digestion un petit peu de cette situation. Et en fait, on constate que il y a des éléments qui cristallisent. Alors, les deux premiers sont des éléments assez classiques, d'accord, qu'on retrouve là aussi assez souvent. Évidemment, dans un moment d'interpellation et de redéfinition, on a dit l'éducation physique et sportive ne doit pas être subalterne, ne doit pas être secondaire. Elle a son intérêt, elle a son identité, il faut la respecter. Mais sauf que ce n'est pas suffisant en fait, parce que là, finalement, on est sur du curriculum formel, quoi. On dit un truc, mais comment ça va prendre au corps, en fait? Comment ça va être mis en musique? Évidemment, c'est assez différent. Vous le voyez, deuxième élément qu'on retrouve aussi assez régulièrement dans les prises de parole, de l'AEPS, des syndicats enseignants d'EPS, dans la revue EPS, dans les prises de parole médiatiques, etc. C'est que l'EPS ne doit pas servir à avoir des effets sur l'enseignement ou l'apprentissage dans le domaine des mathématiques, du français, etc. Vous voyez ce que je veux dire, les questions d'interdisciplinarité, là on voit qu'elles sont interrogées et interpellées à cette époque-là. C'est pas gagné en fait, parce qu'évidemment ça remet aussi en question un positionnement scolaire qui est extrêmement discuté. Ce qui m'intéresse, comme je le disais, c'est les deux autres points, à dire quand je dis on, c'est pas moi, mais c'est les enseignants de l'époque, les prises de parole et encore une fois, mais la manière dont ça va se jouer au niveau des établissements scolaires. Ce qui va être condamné, c'est tout ce qui renvoie au jeu en fait, à la question ludique. C'est-à-dire que face à une situation où le comité dit c'est plus de l'éducation, c'est de l'animation, il ne crée pas les CES, il crée les CAS. Face à une situation où on dit qu'en EPS, voilà, les mecs ils rigolent, ils jouent, puis après on voit qu'on commence à être sérieux entre nous, mais eux c'est pas sérieux. En fait, tout ce qui va renforcer cette représentation va être mis de côté. J'insiste dessus parce qu'en fait, vous allez voir tout à l'heure, je fais référence de la diapo suivante, ça explique plein de choses en termes de choix de contenu. Évidemment, les enseignants, ils vont arbitrer en fait. Et vous allez voir, ils vont arbitrer serré en fait. Mais ça va être assez marquant. Le deuxième élément important, évidemment, c'est la mise en concurrence, quoi. On n'a plus le monopole à l'école, puisque désormais, à partir du texte de 72, même en 71, mais surtout en 72, des éducateurs sportifs peuvent intervenir dans les bahuts, évaluer, prendre en charge une classe. Alors évidemment, le coordonnateur doit toujours être un prof de PS, mais voilà, il est en retrait, quoi. Donc évidemment, il faut regagner des parts de marché éducatives. D'accord, il faut regagner un monopole qu'on avait depuis quelques années et qu'on est en train de perdre. Et là aussi, j'imagine que c'est aussi le cas pour certains d'entre vous, ça résonne quand même méchamment avec la période actuelle, quoi. Parce que la question du monopole de l'enseignant de PS à l'école, il n'y a qu'à écouter Jean-Michel Blanquer ou d'autres, ils le battent en brèche, quoi. D'accord. Et ce qui est parfois assez frappant, c'est que des fois, c'est la même mécanique discursive, en fait, à 40 ans, 50 ans d'écart déjà, on a un petit peu les mêmes choses. Donc évidemment, l'action, on a vu, la réaction, en fait, elle va être assez incroyable.
Tout à l'heure, j'utilisais le terme de tsunami, ben, c'est presque ça, quoi. Je ne vais pas le répéter parce que ça peut apparaître caricatural. Mais on voit un refaçonnage assez incroyable et sur ce coup-là, extrêmement rapide de l'enseignement mais de l'EPS. Je crois qu'on n'a pas d'autres exemples d'un tel changement aussi rapide en fait. Ça se joue en quelques années. On sait que dans le domaine de l'éducation, le changement il prend du temps, il y a des inerties, il y a des résistances diverses et variées. On considère que le changement en éducation se joue sur une vingtaine d'années. Là, ça se joue en 4-5 ans en fait. Donc on a une décennie qui est, encore une fois, à ce niveau-là, assez incroyable. Vous voyez, un maître mot, ça va être la rénovation pédagogique. Il s'agit de rebâtir une nouvelle maison, beaucoup plus solide et beaucoup plus en phase avec les réalités du moment. Alors évidemment, cette rénovation, elle impacte tous les domaines. Je vous ai mis à droite une prise de position de ce qui s'appellera plus tard la C3D, mais à cette époque, c'est la conférence des présidents du REPS, qui même dans le domaine de la recherche, réagissent en fait. On voit que c'est vraiment quelque chose qui est partagé à grande échelle. On parle des prises uniques de l'EPS. Alors pour les plus jeunes, les prises uniques, c'était une chaîne de magasins il y a quelques années. Et donc voilà, on condamne évidemment cette forme de simplicisme qui semble caractériser, encore une fois, ce qui se joue au niveau des formations initiales. Excusez-moi. Mais voilà, ce sur quoi je vais insister, évidemment, c'est l'émergence de nouvelles méthodologies, de nouvelles approches, évidemment avec l'élément peut-être phare, l'élément emblématique, mais en fait, il y en a d'autres. Je vais vous donner 2-3 autres exemples. Évidemment, c'est l'émergence de la didactique. Alors évidemment, la didactique, c'est comme la poésie de chez M. Jourdain, on en fait avant de le savoir. La didactique, on en a probablement fait depuis assez longtemps en fait. Mais ce qui est intéressant évidemment, c'est le processus de formalisation et le processus de dépendance qui se mettent en place. Alors là, je vous ai cité 2 études, là aussi à partir de supports professionnels extrêmement impactants pour les enseignants de terrain. La revue EPS, que j'évoquais tout à l'heure, Pierre Arnaud, il y a quelques années, avait fait un travail de bénédictin et il avait étudié l'ensemble des articles de la revue EPS. Il avait constaté qu'à partir de 1972, vous voyez, il n'y a pas de hasard, mon action-réaction, il marche. À partir de l'été 1972, en fait, le terme de didactique apparaît dans la revue EPS, mais il fait plus qu'apparaître, en fait, il inonde, mon fameux tsunami. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la quasi-totalité des articles qui sont publiés dans cette revue se prévalent, alors évidemment après on peut avoir une approche critique, mais se prévalent d'une approche didactique en fait. Ils utilisent même le terme de didactique. Évidemment c'est assez saisissant en fait, c'est assez frappant quoi. Qu'est-ce qui leur prend? Mais on voit bien, la perte de monopole, les éducateurs sportifs, désolé, ils ne travaillent pas sur les démarches d'apprentissage, ils travaillent sur leurs résultats. Et bien on va se démarquer en fait, on va regagner nos parts de marché, on va réinventer un métier qui paraît être contesté en développant de nouvelles approches et de nouvelles démarches. Moi, j'ai fait le même boulot que Pierre Arnaud dans les bulletins du SNEP. J'ai le même constat, mais vous le voyez, à 6 mois près, mais le décalage n'est pas si énorme que ça. J'ai plus un seul article dans le bulletin du SNEP qui relève de la pédagogie, qui ne dit pas faire de la didactique, en fait. Alors là aussi, encore une fois, on peut discuter, mais on voit bien cette volonté de réorganiser et de cristalliser les démarches pédagogiques autour d'un certain nombre d'aspects et de fondements. Et donc, du coup, alors évidemment, j'aurais pu parler de la PPO, pédagogie par objectif, qui apparaît à partir de 1978. On a tous parlé du plan 60, bizarre, action-réaction, quoi. L'évaluation formative, la fameuse Linda Halal qu'on a tous rêvé, lu en long, en large et en travers, l'utilisation des travaux de Linda Halal, c'est 77. Ah tiens, premier plan 60, action-réaction. Ça marche à chaque fois en fait, bizarrement ça marche à chaque fois. On voit bien qu'il y a un face-à-face qui se met en place. Et face à une interpellation qui relève d'une posture politique et qui vise à interroger ce qu'est l'enseignement de l'éducation physique, les enseignants, quelque part, se prennent en main et tentent d'inventer ou de transformer les démarches qu'ils peuvent faire. Alors évidemment, avec des effets collatéraux. C'est mon fameux trier le bon grain de livret en fait. Alors là aussi, c'est 2 exemples, on pourra en prendre d'autres. C'est par exemple l'épisode de la République des sports, qui est un épisode de dingue en fait. C'est un truc de grand malade. C'est-à-dire que Jacques Derrette, fin des années 60, génial quoi, c'est le messie, tout le monde se prosterne devant Jacques Derrette, il a inventé un truc incroyable quoi.
Vous savez que ça se diffuse, il crée même une fédération. Alors l'acronyme n'est pas bien choisi, mais c'est pas moi, c'est Jacques Derrette, c'est la farce. Donc la Fédération des animateurs des Républiques des Sports, parce que dans toutes les académies, dans toutes les grandes villes, vous avez des établissements qui se mettent à la République des Sports, dans un temps assez bref en fait. Première circulaire qui apparaît, qui est publiée en 71, Jacques Derrette devient l'ennemi public numéro 1 des enseignants d'éducation physique en fait. C'est-à-dire que les mêmes personnes, et j'ai plusieurs exemples, qui encensaient Jacques Derrette, même pas quelques mois avant en fait, quelques semaines avant, écrivent noir sur blanc que c'est exactement ce qu'il ne faudra pas faire. Parce que la République des Sports, c'est quoi? C'est une forme d'autodidaxie, de liberté pédagogique, ce qu'on appellera des méthodes actives. Donc du coup, c'est une forme de dessaisissement des responsabilités de l'enseignant d'éducation physique. Dans un moment où c'est un peu compliqué, où justement ils sont interpellés sur cet aspect-là, eh bien la République des Sports, on la met sous le tapis, et puis on verra plus tard, en fait elle ne réapparaîtra plus jamais, et on s'aperçoit qu'en fait, mais dans les faits, vous avez une chute vertigineuse, et à moins de 2 ans, Jacques Derrette, eh bien, il n'est pas passé dans les oubliettes de l'histoire, mais pas loin en fait. Évidemment, par le bas, il a le même problème, il est président des CMA, Centre d'entraînement des méthodes d'éducation active. L'éducation active, dans les années 70, je suis désolé, mais c'est pas à la mode en EPS, c'est même condamné en fait. Parce que justement, il y a cette idée qu'on lâche trop de lest avec les élèves et du coup, ça va renforcer certaines représentations qui sont condamnables. Et le troisième exemple, évidemment, c'est les fameuses APPN, le fameux texte de 67, avec les pratiques sociales de référence. Je suis désolé, les pratiques sociales de référence dans les années 70, c'est quand même les APPN. Les APPN, elles sont éjectées de l'EPS, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'établissements scolaires, alors, évidemment on en trouve, mais il y a très peu d'établissements scolaires qui programment des leçons d'APPN, parce que justement, elles représentent une prise de risque énorme. Rappelez-vous, la représentation ludique de l'enseignement. Dans les APPN, on est en liberté, on est autonome, on rigole, on plaisante, tout en évidemment s'engageant physiquement et psychologiquement. Mais ça renvoie une image qui n'est pas favorable au process qui est en train de s'organiser et de se mettre en place. Et donc clairement, alors là, il y a plein d'enquêtes mais qui le montrent, qui sont publiées par différents supports, ceux que j'ai cités, la revue EPS, la EPS, les syndicats, etc., qui montrent que dans plusieurs académies, c'est des supports qui sont très faiblement représentés et qui donc nous interrogent aussi sur le processus de transformation pédagogique. On voit bien que ce n'est pas que la rationalité pédagogique qui se joue dans la transformation. En fait, il y a d'autres leviers, il y a d'autres éléments qui permettent de comprendre, encore une fois, ces questions-là. Alors évidemment, et pour terminer, j'aurais tenu le temps, quasiment à la minute près. Jean, le défi est important. Le dernier élément, évidemment, c'est essayer de comprendre comment la toile va se tisser, je le disais, dans un temps aussi bref et aussi rapide. Alors évidemment, c'est là où je dis les questions de temporalité, elles sont importantes parce que forcément, ils n'ont pas vu la Vierge à un moment donné, quoi. Ils n'ont pas une vision spontanée. Ça s'inscrit dans un processus évidemment relativement long, et notamment quand on parle de méthode didactique, on ne peut pas ne pas faire référence à ce qui se fait, à ce qui se met en place dans les stages Maurice Baquet durant les années 1960, mais c'est de la didactique des APS, pas de la didactique de l'EPS, c'est un petit peu autre chose, c'est une démarche bien particulière, mais on voit évidemment que ça constitue un terreau extrêmement important qui va donner de l'ampleur et qui va donner un support pédagogique extrêmement vigoureux et séduisant pour une bonne partie des enseignants d'éducation physique. Une attention portée au sujet beaucoup plus forte. L'élève apparaît de manière assez incroyable et on le constate notamment dans les stages de formation continue qui sont la grande affaire des années 70 en fait. Parce que vous savez que la formation continue c'est un texte de loi qui est publié en 1971, alors évidemment qui concerne tous les travailleurs, que je sois architecte, ouvrier ou je ne sais quoi, mon employeur a désormais l'obligation de me libérer 5 jours par an pour que je me forme aux nouvelles techniques, aux nouvelles approches. Vous imaginez bien le hasard de l'histoire assez incroyable, quoi. 71 pour l'EPS, ça résonne et on sait que c'est la discipline qui va le plus s'emparer de ce nouveau texte officiel. Ça va même jusqu'à en 82-83, quand Savary fait un audit de l'éducation nationale, vous savez qu'il y a plusieurs rapports mais qui sont faits.
Et il y a un rapport sur la formation continue, le rapport de Peretti. Et de Peretti commence le rapport en considérant, en écrivant, mais noir sur blanc, que le modèle de formation continue à dupliquer en France dans les années 80 et suivantes, c'est le modèle inventé par les profs de PS dans les années 70. Mais donc on voit que ça va devenir, je disais, c'est le grand sujet de cette décennie. Hein. Donc vous le voyez, je vous ai remis la position, la conception de Robert Delobert, hein, qui est IPR à cette époque-là de mémoire à Grenoble d'ailleurs. Vous voyez, le mot important, c'est le in vivo. C'est la première fois qu'on a ce genre de prise de position qu'on n'a jamais vu avant, en fait. Hein. C'est bizarrement, pourrait-on dire, en fait, jusque-là, ils ont oublié d'aller voir ou de formaliser ce qui se faisait sur le terrain. Donc on voit l'attrait, l'intérêt, l'importance que revêt désormais ce qui se fait, ce qui se joue au niveau des établissements scolaires. Et je disais donc, pour revenir au point que je voulais aborder avec la formation continue, c'est qu'on constate que dans les PAF, donc les plans académiques de formation, eh bien, assez rapidement, hein, en moins de 3-4 ans, eh bien, vous avez des formations qui s'intéressent à la manière dont l'élève vit un cycle en EPS, les questions liées au développement de l'adolescent, la question de la mixité. C'est la première fois qu'on s'intéresse à la mixité en EPS à ce niveau-là, évidemment en essayant de donner, alors j'allais dire des solutions. C'est pas totalement ça parfois, mais ça peut l'être, mais en guidant, en accompagnant les collègues, les enseignants d'éducation physique, pour les amener évidemment à changer leur manière de faire, à faire évoluer leur démarche d'enseignement, et pour amener évidemment à l'émergence, à l'invention, je crois qu'on peut utiliser ce terme, à l'invention d'une nouvelle discipline durant les années 70. Hein. Et je crois fondamentalement, très viscéralement, que l'EPS telle qu'elle s'est développée dans les années 80, 90, 2000 est la fille de cette décennie-là. Elle en contient énormément d'héritage en fait. On voit que alors évidemment, le temps étant contraint, je suis allé très très vite, hein, j'ai fait des raccourcis, mais on voit, on mesure combien l'effort qui est entrepris va irradier la discipline durant, non, même pas les années mais qui suivront, mais durant les décennies qui suivront, et du coup, ça permet de passer le relais à Jean.